j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, qui va parler des disparitions d'Émile et de Lina, d'où en est l'enquête et faire un petit commentaire supplémentaire sur la disparition inquiétante de Mélodie, 34 ans, et rajouter une information concernant la mort de Thomas. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner si vous appréciez mes vidéos. C'est un petit clic et c'est pas grand chose, mais ça aide pour le référencement. Je sais, je me répète, je suis en mode perroquet, mais c'est important. Mimi vous fait un petit coucou. Bon, elle n'est pas du tout renfrognée, hein. Je sais qu'elle a l'air un peu, quand on la regarde, on dirait qu'elle n'est pas contente, mais c'est à cause de ces petits traits là sur le crâne. Ça lui donne un air de pas contente. Hein, mais elle n'est pas du tout ronchon. Par contre, elle n'a pas envie de rester dans mes bras. Donc je vais la poser, je lâche le fauve. Et je vous dis bon visionnage. Coucou, hello, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, je voulais aujourd'hui revenir subrepticement sur les enquêtes s'agissant des disparitions d'Émile et de Lina, pour voir s'il y avait un peu du nouveau dans chacune de ces enquêtes. Bon, on va pas se mentir, hein, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Ça fait des semaines que l'enquête semble, enfin du moins du point de vue des gens extérieurs, un peu au point mort, hein, ça a l'air de patiner, hein. Donc pas grand chose de nouveau, hein. Alors je sais bien que certains médias ils sont à l'affût du moindre petit nouveau détail et tout de suite ils balancent ça sur les chaînes d'infos en disant ouais un nouvel élément susceptible de faire basculer l'enquête. Bon, franchement pour l'instant c'est plutôt le soufflet qui retombe, hein, la montagne qui accouche d'une souris. Enfin, ça c'est mon avis, mais voilà. Alors concernant l'affaire Lina, alors concernant la disparition de Lina, comme je disais, on ne sait pas grand-chose de nouveau. Alors effectivement, il y a quelques jours, les chaînes d'infos nous indiquaient qu'une perquisition chez un habitant de la vallée de la Bruche avait été effectuée. Donc effectivement, des vérifications dans l'enquête ont été faites mercredi dernier, ainsi qu'une nouvelle perquisition. Donc on ne sait pas qui est cet habitant en question. Je rappelle qu'il y a déjà eu de multiples perquisitions et fouilles qui ont été effectuées dans des maisons d'habitation et dans des voitures, et que apparemment cela n'a rien donné. Donc en fait l'enquête suit son cours. Il n'y a pas de suspect en particulier qui est visé, hein. Je pense pas que cet habitant soit forcément dans le collimateur de la justice. Voilà, c'est juste qu'ils continuent leurs investigations. Voilà, là on nous dit que c'est une perquisition qui a eu lieu au domicile d'un habitant de Saint-Blaise-la-Roche. Alors on n'a pas plus de détails. Ce sont des vérifications qui pour le moment marquent le retour des opérations sur le terrain. Donc les vérifications se poursuivent. On sait également que des auditions, une enquête de voisinage a été menée par les enquêteurs, qui ont interrogé les habitants, hein, du secteur sur s'ils ont vu quelque chose de suspect ou pas le jour de la disparition de Lina. Dans les hameaux du coin, donc il y a Saint-Blaise-la-Roche, il y a Poutet et il y a Plaine. Voilà. Ce sont donc des vérifications qui s'inscrivent dans le cadre d'une levée de doute. Donc vraiment rien de nouveau sous le soleil, j'ai envie de dire. Toujours plein de questions et pas de réponse. De nombreuses interrogations, de nombreuses zones d'ombre, une liste de suspects long comme le bras, hein, finalement, hein. Évidemment... Enfin, je me répète, mais bon, le petit ami, la mère de Lina, qui ont fait un moment, qui ont pu susciter des interrogations, voire des rumeurs, peut-être toutes plus farfelues les unes que les autres,
puisqu'on rappelle que, faute de preuves, on ne sait pas grand-chose, hein, et tout ça peut très vite dégénérer en calomnie, n'est-ce pas? Et en diffamation. Bon. Enfin, ça, c'est que mon avis, hein, voilà. Donc, pas grand-chose de nouveau. Effectivement, de multiples interrogations. Parmi les questions, pour moi, les plus importantes, on commence par pourquoi la mère de Lina, Fanny, n'a pas emmené sa fille en voiture à la gare. Juste une question, hein, c'est pas une accusation, c'est une interrogation. Pourquoi le téléphone de Lina a cessé brutalement d'émettre à 11h22 alors que le maire l'a croisé, l'ancien maire l'a croisé en voiture seulement 2 minutes avant? Qu'est-ce qui s'est passé en l'espace de 2 minutes qui fait que son portable a cessé brutalement d'émettre? Et, détail très inquiétant, il n'a jamais été rallumé. Alors, soit il a été éteint brutalement par le ravisseur de Lina, qui l'a embarqué de force, soit Lina connaissait son ravisseur et celui-ci lui a demandé d'éteindre son portable. Bref, on n'en sait absolument rien. Pourquoi Tao s'est rendu sur le toit de cette mystérieuse usine désaffectée? Pourquoi faire? Pourquoi son téléphone est tombé comme par hasard dans la gouttière? Est-ce qu'il est vraiment tombé malencontreusement ou est-ce que c'était un geste délibéré? Pourquoi Tao a récupéré son portable seulement 7 jours après l'avoir fait tomber? Pourquoi pas tout de suite? Pourquoi attendre 7 jours? Et pourquoi s'être rendu à l'entrepôt désaffecté sans prévenir les gendarmes, en compagnie de sa propre mère et de la mère de Lina? C'est quand même assez étrange. Et concernant les gendarmes, pourquoi les gendarmes n'ont pas récupéré le portable de Tao plus tôt et qu'ils ont attendu que Tao le récupère de lui-même? Bref, tout un tas de zones ombres, hein, et je continue pas la liste, ferait des kilomètres, mais tout ça paraît vraiment étrange, trouble, etc. Est-ce qu'il y a un lien entre la disparition de Lina et ce fameux individu louche qui a été vu à bord d'une Xantia grise quelques jours avant la disparition de Lina et qui a approché à 2 reprises une adolescente qui, selon les dires de son père, ressemble étrangement à Lina physiquement? Est-ce qu'il y a un lien? Voilà, tout ça est eh bien, malheureusement très mystérieux, très trouble, et malheureusement, on ne sait pas grand-chose. On ne sait pas si les données extraites du portable de Tao ont permis aux enquêteurs d'avancer, s'ils ont pu récupérer cette fameuse vidéo où Lina se serait filmée et qu'elle l'aurait envoyée à Tao. Voilà. Bon, c'est vraiment l'omerta la plus totale. Donc voilà, concernant la disparition de Lina, pour l'instant, rien de concret et pas grand-chose de nouveau. Alors, maintenant, concernant la disparition d'Émile, donc il y a quelques jours, on a appris que les parents d'Émile, puisque malheureusement le petit aurait fêté son anniversaire, ses 3 ans, le 24 novembre dernier, et à cette occasion, les parents ont diffusé un message audio en s'adressant à celui ou ceux qui seraient impliqués dans la disparition de leur enfant. Donc c'est un message assez bouleversant, hein, ils indiquent, je cite, « Comprenez notre détresse, dites-nous où est Émile. Par pitié, s'il est vivant, ne nous laissez pas vivre sans lui. S'il est mort, dites-nous où il se trouve. » implorent ses parents. Donc les parents essaient de garder espoir. Et ces dernières semaines, ils ont acquis la conviction qu'Émile a été victime d'un accident ou d'un enlèvement. Ils souhaitent la diffusion la plus large possible de leur message audio et gardent espoir de découvrir enfin où se trouve le petit Émile. Donc là, pareil, malheureusement, malgré plusieurs investigations, plusieurs fouilles, etc., l'enquête semble au point mort, malheureusement. Alors moi, plus je réfléchis dans cette affaire, et plus je me dis qu'il y a vraiment 2 pistes qui se dégagent par rapport aux autres,
que je trouve, à mon sens, le plus vraisemblable. Donc pour moi, les hypothèses les plus vraisemblables sont la piste accidentelle. Je ne crois pas trop à un enlèvement, parce que déjà, bon, c'est un hameau, un reculé, tout le monde le sait, dans un cul-de-sac, etc. Donc je vois pas quelqu'un d'étranger enlever l'enfant, et je vois pas non plus quelqu'un du village, du hameau enlever l'enfant. Je trouve que ça tient pas la route. Et je privilégierais, ça reste mon avis, l'hypothèse d'un accident. Alors, soit un accident par quelqu'un du village, c'était pas prévu, c'était pas prémédité, du village ou des alentours, hein, proche du village, ou un accident domestique au sein de la cellule intrafamiliale. Mais dans ce cas-là, je pense que les grands-parents ou les parents ne sont pas forcément au courant. Il aurait éventuellement pu y avoir un accident avec les autres enfants de la famille qui sont adolescents, donc les oncles et tantes, peut-être au niveau de la cabane, mais c'est pas une piste que je privilégie. On rappelle quand même que les grands-parents ont appelé très rapidement la gendarmerie pour les prévenir que leur petit-fils avait disparu. S'ils étaient impliqués, s'ils savaient quelque chose, soit ils se seraient dénoncés, soit ils auraient caché ça, mais dans ce cas-là, ils n'auraient pas prévenu la gendarmerie. Voilà. Et tandis que là, ils ont quand même fouillé les alentours avec des voisins du hameau, et lorsqu'ils n'ont rien trouvé, ils ont appelé la gendarmerie très rapidement. Donc quand même, je trouve que ça les disculpe un peu, même si certains ont, entre guillemets, condamné l'attitude du grand-père qui serait sévère, etc. C'est pas parce qu'il est sévère qu'il a, entre guillemets, zigouillé son petit-fils. Enfin bon, voilà. Donc moi, la piste que je privilégierais, ce serait un accident par quelqu'un du hameau, potentiellement, pourquoi pas, le jeune qui conduit en tracteur, hein. Il y a énormément d'habitants du hameau et des alentours qui condamnent son attitude, hein. Il roule au-delà de la vitesse autorisée, il roule à moto sans casque, il ne fait pas attention. Son tracteur, il le conduit dans des champs à des endroits où il n'est pas autorisé, de circuler, sur des chemins de traverse, etc. Dans l'hypothèse où effectivement il a causé un accident et percuté l'enfant, étant donné que apparemment il ne s'entend pas du tout avec la famille des grands-parents et que la famille du jeune homme ne s'entend pas du tout avec les grands-parents, on peut imaginer qu'il aurait été couvert par sa famille et notamment par son cousin qui habite dans le Haut-Vernay et qui aurait pu éventuellement un peu trafiquer son témoignage, bref. Alors, ça reste au stade d'hypothèse, évidemment les présumés innocents. On rappelle qu'il y a des perquisitions qui ont été effectuées qui n'ont rien donné dans la ferme familiale où il habite. Mais voilà, moi je trouve que c'est une piste qui tient la route. On peut imaginer qu'il y ait eu un accident avec le tracteur, pas forcément dans le centre du hameau, mais peut-être derrière les maisons, dans le champ, ce qui expliquerait que personne n'ait rien vu ni rien entendu. Mais voilà, ça reste une supposition, mais je trouve que finalement c'est une piste qui n'est pas invraisemblable et qui tient la route. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires, hein, sur ces pistes plus ou moins crédibles et envisageables. Donc je referme la parenthèse Émile et je voulais juste rajouter 2 éléments supplémentaires concernant la précédente vidéo que j'ai faite, la dernière vidéo. Je voulais rajouter une petite information complémentaire s'agissant de la disparition de cette jeune mère de famille de 34 ans à Marseille, Mélodie Mendes da Silva. J'ai omis de dire dans ma précédente vidéo que l'enquête avait été ouverte initialement pour disparition inquiétante et elle a été requalifiée samedi dernier en enlèvement et séquestration. Donc ça veut dire que clairement la piste de la disparition volontaire commence à s'éloigner de plus en plus et que ça a basculé vers un chef d'inculpation beaucoup plus entre guillemets beaucoup plus grave, puisqu'il s'agirait d'une disparition, éventuellement d'une séquestration. Donc je rappelle que cette jeune mère de famille est partie de chez elle le vendredi 3 novembre. Apparemment elle a été filmée par des caméras de vidéosurveillance qui la montrent sortir de son immeuble. Là encore, ce qui est très étrange,
c'est qu'elle est habillée comme si elle sortait quelques minutes et qu'elle avait l'intention de rentrer, hein. Elle a juste une tenue de jogging, des claquettes aux pieds, elle est partie sans son sac à main, sans sa pièce d'identité et seulement avec son portable. Elle enverra un message sur Snap à sa sœur, très laconique, où elle dit qu'elle sort, sans donner plus de détails. Donc, son portable, maintenant, les proches qui essaient de la joindre, ils tombent directement sur sa messagerie. Et il a cessé définitivement de borner à 19h24, très exactement, dans le 11e arrondissement de Paris, donc à plusieurs kilomètres de son domicile. Donc tout ça est très inquiétant, bien évidemment, puisque là, ça fait 15 jours qu'elle a... non, ça fait même 3 semaines, oui, qu'elle a disparu sans la moindre nouvelle d'elle. Voilà. Donc, disparition inquiétante. Voilà. On n'en sait pas plus malheureusement. Et je voulais également revenir sur la tragique affaire du décès de Thomas, ce jeune homme de 16 ans hein, qui a été poignardé de coups de couteau. Donc cette affaire est vraiment tragique. Voilà, c'est un véritable massacre en bande organisée qui a été perpétré. Et c'est pas une simple rixe, hein, comme on a pu entendre bien évidemment. Il y a une volonté de la part de ces jeunes d'en découdre et c'était prémédité. Il faut savoir que dans cette soirée, avant que le drame n'arrive, il y avait 2 ou 3 jeunes qui venaient donc de la fameuse Cité de la Monnaie, hein, à Romans-sur-Isère, et qui ont eu une petite altercation avec des jeunes qui participaient donc à ce bal communal, une petite altercation avec des jeunes donc, du village qui font partie de l'équipe de rugby. Et là, les jeunes du quartier qui avaient eu une altercation sont repartis pour aller chercher du renfort. Donc, au total, pratiquement une dizaine de jeunes pour aller mener une expédition punitive. Il faut savoir que les 2 jeunes du départ avaient été armés de couteaux. Et ils ont fait venir, entre guillemets, du renfort. Et tout ce beau monde était armé avec des couteaux de cuisine, de boucher, des lames de 25 cm. Excuse-moi, mais tu ne te balades pas dans la rue avec des couteaux de ce type-là si tu n'as pas l'intention de commettre quelque chose de grave. Voilà. Et je rajouterai également, donc ensuite, ces jeunes ont pris lâchement la fuite. Heureusement, ils ont été interpellés très rapidement. Et donc, on les a récupérés du côté de Toulouse. Alors, pourquoi Toulouse? Tout simplement parce que ces individus cherchaient à quitter la France, à passer par l'Espagne et à se rendre en Afrique du Nord, voilà, dans les pays du Maghreb. Voilà, donc c'est une... Pour l'instant, alors jusqu'à hier, je crois qu'ils étaient toujours en garde à vue parce que comme c'est un crime prémédité en réunion, en bande organisée, la garde à vue est prolongée à 96 heures, comme pour tous les crimes de nature qui ont une connotation avec des attentats. Donc c'est quelque chose de très grave. Voilà. Espérons qu'ils seront jugés comme ils doivent l'être et que les peines seront à la hauteur des actes ignobles qu'ils ont commis. Alors dans le lot, il y en a certains, 3 ou 4 qui sont mineurs. Dans le lot, pareil, certains étaient des délinquants notoires. Hein. Bon, ils n'avaient jamais commis de meurtre, mais là, la violence est allée crescendo et c'est totalement révoltant ce qui est arrivé. Voilà. Donc, je vous laisse en débattre dans la barre de commentaires. Tout ça dans le respect des uns et des autres, bien évidemment. N'hésitez pas, encore une fois, à liker la vidéo si elle vous a intéressé, à la commenter, à la partager et à vous abonner. Ça m'aide énormément pour le référencement YouTube. Sinon, je me perds dans la masse de vidéos. Donc, si vous voulez m'aider et si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et d'ici là, affaire à suivre. Alors, j'ai oublié de rajouter quelque chose concernant le meurtre tragique de Thomas. Donc, on en sait un peu plus sur l'identité du principal suspect, donc l'auteur
des coups mortels sur le jeune rugbyman de 16 ans. Donc il s'agit, donc 9 personnes ont été interpellées, hein, dont 6 majeurs de 19 à 22 ans et 3 mineurs de plus de 16 ans. Donc ils ont été placés en garde à vue, hein, pour meurtre et tentative de meurtre en bande organisée. Et donc le principal suspect auteur du coup fatal est un dénommé Shahid A. Il est âgé de 20 ans, donc on nous précise qu'il a la nationalité française, hein, je vous laisse imaginer pourquoi on précise ça, hein, n'est-ce pas? Bon, parce qu'il faut manier la langue de bois, donc voilà. Et on nous indique que son casier judiciaire est émaillé de 2 condamnations par ordonnance pénale à des peines d'amende. Donc la première pour recel de vol et la seconde pour port d'armes blanches ou incapacitantes de catégorie D sans motif légitime. Voilà. Donc il faut savoir que la dernière condamnation était quand même assortie d'une peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme pour une durée de 2 ans. Visiblement, il n'a pas respecté cette interdiction, hein, arme blanche, puisqu'il se baladait avec un couteau de cuisine bouché avec une lame de 25 cm de long. Bref, c'est du n'importe nawak, hein, clairement. Donc l'auteur présumé du coup a un profil sans envergure, enfin bon, il a quand même un petit passé de délinquant, il versait également dans les trafics de drogue, etc. Aucun d'entre eux n'est un gros voyou, bon ok, voilà. C'est lamentable, c'est vraiment lamentable. Alors, il indique que, soi-disant, c'est pas lui qui aurait porté les premiers coups après des échanges verbaux virulents, déclenchant une bagarre générale, ouais, à d'autres. Donc, il faut savoir que les jeunes n'étaient pas venus à cette soirée par hasard, puisque plusieurs d'entre eux avaient en réalité des ennemis à l'intérieur de la salle. Puis une première altercation, mais soft, avait éclaté plutôt dans la soirée, dans la salle des fêtes. Ils auraient confié avoir eu vent de la présence de beaucoup de filles. Une partie du groupe a alors pu se joindre à la fête puisque l'entrée était gratuite. L'autre partie aurait alors consommé des flashs et des alcools forts. Il se serait ensuite joint à la bagarre lorsque celle-ci a éclaté. Donc voilà, c'est lamentable. Donc pour expliquer leurs gestes, ils invoquent le fait que, soi-disant, certains jeunes du groupe de rugbymen les auraient un peu... les auraient taquinés, etc., les traitant de fillettes, de chiquita, blablabla. Bon, tout ça est complètement ridicule. Oui, tout cela est complètement farfelu et ridicule et ne justifie en rien le massacre qui a été perpétré. Rappelons qu'il y a également de nombreux blessés dans suite à cette attaque au couteau. Hein, c'est une attaque au couteau. C'est extrêmement violent, c'est intolérable, inqualifiable, révoltant. Certains blessés d'ailleurs sont blessés assez sérieusement, hein. Il y avait 2 personnes qui étaient en état d'urgence absolue. Il semblerait que leur état se soit amélioré, qu'ils soient à peu près sortis d'affaire, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas de séquelles. Bref, c'est lamentable. Et ça s'apparente plus finalement à un attentat presque terroriste qu'autre chose. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me donner votre opinion dans la barre de commentaires, en essayant de rester, comment dire, mesuré dans vos propos, hein, sinon ça va être censuré. Et donc, à liker la vidéo, la partager, vous abonner, vous connaissez la chanson. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Affaire à suivre.